Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous étiez cadre et vous avez décidé d'en sortir pour vivre votre passion, le roman d'espionnage. Et c'est dans le Bordelais que vous avez passé des mois devant votre ordinateur avec l'espoir de faire naître un grand cru. Vous n'avez visiblement pas travaillé en vain. J'ai fait la totale. Bonjour Laurent Lebaube. Bonjour Jacques, très joli jeu de mots, bravo. Alors on va évoquer vos romans d'espionnage que vous sortez. Et je veux dire que vous avez une particularité. Depuis 1520 émissions, vous êtes le seul à m'avoir contacté directement sans que je contacte quelqu'un pour avoir un invité. Oui, parce que votre émission, je l'écoute. Alors, je l'ai découverte effectivement par hasard via les réseaux sociaux. Et puis, je m'y suis mis, j'ai écouté, j'ai ma place face au célèbre Jacques Pessis pour parler de cette vie jusqu'à effectivement ces écritures de romans d'espionnage. Voilà, parce que vous avez plusieurs vies, on va les évoquer. On parlera tout à l'heure de vos romans d'espionnage, Témoignages invisibles et 23e parallèle Nord. Mais on va évoquer un parcours avec une date qui ne vous correspond pas exactement, mais qui est importante. Le 15 août 1949 est paru le premier roman de cet auteur dont voici la voix. Je crois qu'il a un certain nombre de raisons. D'abord, les gens actuellement ont beaucoup de... Jean Bruce, soucis. Car Jean Bruce évoque ses succès. Jean Bruce, il faut savoir qu'il est arrivé dans la collection spéciale Police, dirigée par Armand de Caro, qui était au départ, qui a engagé un jeune qui s'appelait Frédéric Dars, à Antonio, et qui est devenu son beau-père ensuite. Et moi, je me souviens l'avoir interviewé. C'était un monsieur qui était un avant-gardiste, qui avait dans son bureau tous les gadgets possibles et imaginables d'aujourd'hui, dans les années 70. Et Jean Bruce, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Oui, Jean Bruce, aujourd'hui, il est beaucoup plus connu par les nouvelles générations, par l'adaptation qui a été faite au cinéma par le biais de Jean Dujardin avec les fameux OSS 117. Mais à la base, effectivement, ce sont des romans très sérieux d'espionnage qui étaient écrits dans les années 50 par cet auteur et qui a connu un succès international. Oui, parce qu'en fait, il était au départ dans la police criminelle. Oui. Il a commencé à écrire des romans. Il était passionné de voitures et toutes ces voitures étaient immatriculées 117. Oui, alors ça, il me semble avoir entendu cette anecdote. Et surtout, c'était le nom de code qu'il a du coup octroyé à son héros récurrent dans ses romans d'espionnage. Exactement. Donc, il y a Jean Bruce dans votre vie et il y a surtout Gérard de Villiers, dont vous êtes un inconditionnel, que vous avez découvert un jour. Oui, j'ai découvert à l'adolescence. Alors, je ne sais plus sur quelle pile de table de chevet, je crois de mon grand-père, où il y avait ces fameux SAS avec des couvertures un petit peu suggestive, où il y avait des femmes soit d'Amérique du Sud, soit des pays de l'Est, en bikini et une kalachnikov entre les mains. Donc c'est vrai que pour le jeune adolescent que j'étais, c'était attirant d'aller vers cet interdit-là. Et il se trouve, je sais, Laurent Lebaube, que ce personnage est né à la mort de Ian Fleming. Absolument. Quand un éditeur, Philippe Daudy, a proposé à Gérard de Villiers d'écrire des romans sans imaginer qu'il en ferait plus de 200. Il lui a dit même textuellement, puisque je l'ai lu, vous imaginez bien que j'ai parcouru toutes les interviews de Gérard de Villiers, c'est ce qu'il a dit, c'était son directeur éditorial, il me semble, qui lui a dit, écoute, Ian Fleming est décédé, prends le relais. Voilà. Alors vous, maintenant, vous êtes là pour le relais. Au départ, vous avez grandi dans le Bordelais, dans une famille pas facile parce que vous avez perdu votre père très tôt. Ah non, j'ai pas perdu. Mes parents ont divorcé et on peut l'assimiler à la même manière, mais effectivement, je n'ai pas eu l'éducation paternelle, mais uniquement maternelle. Et une maternelle avec une mère qui était prof de lettres, donc qui vous donnait le goût de la littérature. Alors oui, parce que c'était des bibliothèques remplies à la maison. Et puis, quand vous avez une mère professeure de lettres, forcément, il y a un mimétisme qui s'opère. Et c'est vrai que j'ai lu... Alors, est-ce qu'il y a eu une influence forte de ce fait, ou est-ce que c'est de voir tous ces livres qui m'ont attiré? Mais j'ai beaucoup lu, effectivement, étant jeune, jusqu'à il y a quelques années, parce que écrire des livres... Pour l'instant, je n'arrive pas à cumuler les deux. Mais j'ai eu ce goût de la littérature, oui, très tôt. Et il se trouve aussi que vous avez connu des années difficiles en pension. Oui. Oui, c'est un passage où je suis arrivé en pension en CM2. Et après, toutes les raisons qui appartiennent au passé, mais ça a été psychologiquement assez dur, même si c'était nécessaire par rapport à la situation familiale. Mais oui, effectivement, c'est pas un souvenir impérissable que je garde de ces années de pensionnat. En fait, vous avez connu le harcèlement en un temps où on n'en parlait pas, Laurent Lebaube. Ah oui. On
restera discret sur le sujet, mais oui. Malheureusement, déjà, et je me souviens en classe de CM2, donc pensionnaire, chez les frères, il y avait des attitudes qui étaient borderline. Exactement. Alors, le déclic pour vous, c'est le service militaire. Oui. Où vous êtes affecté à une base très secrète. Oui, alors une base tactique qui est la BA 120 de Cazaux. C'est-à-dire que je crois que c'est une des rares bases très secrètes. C'est une des premières bases construites en France en 1915 pour les premiers pilotes. Et c'est devenu un lieu très secret. Oui, très stratégique parce qu'effectivement, déjà à mon époque, en 88, il y avait, je crois, des Mirage 2000 qui sont maintenant les Rafales. Mais les Mirage 2000 étaient équipés de bombes nucléaires prêtes à décoller en cas de conflit. C'est une base stratégique, absolument. Et là, vous êtes retrouvé là un peu par hasard ? Non, parce que j'ai voulu de moi-même faire ce service national et j'y tenais. Et puis, voilà, l'affectation a fait que je me suis retrouvé à Cazaux sur la base aérienne. Et un jour, vous êtes convoqué dans un bureau pour des raisons très particulières. Alors, j'ai été appelé et j'ai été habilité au confidentiel défense. C'est-à-dire ? Parce que j'ai été affecté après au BSD, le Bureau secret défense de la base aérienne. Et pour pouvoir être même un simple appelé dans ce bureau, il fallait recevoir l'habilitation confidentielle des forces. Donc vous avez une enquête auprès de la famille, les amis, les connaissances, les réseaux que vous avez à ce moment-là, et j'ai eu mon habilitation. Puis un jour, et ça c'est un fait très marquant, nous étions 6 de mémoire, ou peut-être 8, mais nous recevons une note de convocation dans la salle de réunion du commandant de base. Et on se contacte avec les 6 appelés habilités au confidentiel défense. On se dit, mais c'est toi qui as parlé. Mais non, j'ai pas parlé. Donc on a vécu 24 heures de stress absolu, parce que s'il y avait une fuite d'informations, là on pouvait aller à ce qu'on appelait le NIOF. Oui, directement. Là, c'était sans discussion possible. Et puis on arrive à 8 heures du matin, à l'heure de la convocation. On est dans je me souviens encore, j'ai l'image en tête, dans le couloir où il y avait le bureau du commandant de base, et sa salle de réunion qui était contre. On était en randonnion les 6, habillés, le calot sur l'épaule, les bras droits le long de la jambe. Et on nous invite à rentrer dans la salle. On attend quelques minutes. Un silence de plomb régnait, toujours avec ce stress. Et puis rentre un monsieur. Je me rappellerai encore, chemise blanche, cravate bordeaux, la moustache, lunettes aviator de Ray-Ban verte, et un attaché-caisse en cuir, ou une attaché-caisse en cuir marron. Il clique pour ouvrir sa mallette, et là il se présente, et c'était un officier supérieur de la DGSE qui venait recruter en fait les futurs agents de l'espionnage français. Donc vous propose d'être espion. Oui, après, alors... Oui, il présente la DGSE, il présente les différentes branches, filiales, les différentes missions, le travail en lui-même. Il capte l'attention des 6 que nous étions, parce que là, on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ? Et personnellement, ça a duré 4 heures. Après, il nous a invités aux messes des officiers, parce que lui était officier. Donc, on a déjeuné avec lui, tout le monde lui posait des questions dans tous les sens, à tout va. Et il avait était convenu que le lendemain, ceux qui décidaient de s'engager décollaient avec lui et repartaient sur Villacoublay, et puis après partaient dans les centres de formation de la DGSE. Et moi, j'ai passé l'après-midi à discuter avec lui. Il a été adorable. On se promenait le long des hangars de la BA 120, où il racontait son métier, où il avait été, lui, officier traitant, agent de liaison. Enfin, voilà, j'ai connu son parcours. Et vous avez l'impression de vivre un James Bond en direct. Ah oui, mais en vrai. Là, c'était du palpable, parce qu'il avait une manière, en plus, de raconter sa vie qui était... vous étiez subjugué, vous étiez attiré. Enfin, j'étais un petit garçon devant James Bond. Oui, c'est ça. James Bond, d'ailleurs, qui a existé, puisque Ian Fleming s'est inspiré d'un agent double d'origine serbe qui s'appelait Duško Popov. Oui. Et est-ce que... Alors, il me semble, mais peut-être que je commets une erreur, d'où il a trouvé ce nom de James Bond. Allez-y. Il était passionné d'horticulture. Exactement. Et il a trouvé en fait le nom d'un horticulteur qui s'appelait James Bond. Exactement. C'est ça, je ne me trompe pas. Et voilà, il est devenu la fine fleur de l'espionnage ensuite. Alors, il y a aussi des séries télé à l'époque, et il y en a une qu'on a totalement oubliée, qui s'appelait Max la menace. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah si, je me souviens. Avec Don Adams, et c'est une parodie totalement des films d'espionnage, avec le téléphone dans la chaussure du héros. Oui. Et c'était une série de Mel Brooks qu'on a totalement oubliée, et qui mériterait de repasser à la télévision.
Donc, vous n'allez pas devenir agent secret, vous refusez de devenir espion, mais vous allez rester en contact avec cet homme. Absolument. Oui, on a un lien qui s'est créé ce jour-là. Et encore, il y a quelques jours, oui, je l'ai eu encore au téléphone. Et donc, vous découvrez ce monde-là que vous connaissiez un peu par votre grand-mère maternelle, je crois, Laurent Lebeaube. Paternelle. Oui, ma grand-mère paternelle a été dans la marine française et après, au cours d'une vie maritale, a été effectivement avec un diplomate qui a agrémenté un petit peu tout cet univers autour de moi. Et ça vous a incité pratiquement à avoir envie d'écrire des choses? Alors, pas à ce moment-là. Ça serait un peu tôt ou ça serait exagéré sur le timing. Non, mais je me souviens, cette grand-mère paternelle que je voyais régulièrement, qui était parisienne, et me racontait plein de faits durant ses déplacements quand son mari était en poste dans différents pays étrangers. Et là aussi, j'étais subjugué par ces histoires. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Il y avait quelque chose qui, très tôt, très jeune, me dit c'est un univers qui me fascine. Résultat, et ça a continué, et on va évoquer une autre date qui est beaucoup plus tragique, mais il faut en parler, c'est le 26 décembre 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Lebeaube. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Lebeaube, auteur de romans d'espionnage. Nous parlerons tout à l'heure de vos romans qui sont publiés chez France Loisirs et chez Héraclès aujourd'hui. Mais on revient à une date étonnante dans votre vie. C'est le 26 décembre 2004, c'est le tsunami du siècle. À 7h58 et 51 secondes, un séisme de magnitude 9,3 crée un tsunami dans la majorité des pays côtiers de l'océan Indien. Et là, vous allez vous retrouver sur les traces de membres de votre famille. Oui, alors c'est une date clé parce qu'elle a beaucoup, la conséquence de ce passage a beaucoup influencé ma vision des choses, ma vision de la vie, sur tous les plans, quels qu'ils soient. Et ce matin-là, il y a eu une succession de coïncidences, de synchronisation, on peut l'appeler de différentes manières, où effectivement ma tante, la sœur de ma maman, son mari, mon oncle et leur fille adoptive, Clara, qui était une petite Vietnamienne adoptée 9 ans plus tôt, et lors de ce voyage un peu initiatique pour amener leur fille sur les terres de son origine asiatique, effectivement ils se sont retrouvés ce 26 matin-là à Phuket, sur la baie de Khao Lak, au nord de Phuket. Et ce qui est complètement fou, et c'est là où on se dit que le hasard n'existe pas, c'est que quelques jours avant de partir en famille en Thaïlande, il devait décoller de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, le fameux 26. Et ma tante voulait à tout prix profiter de plus de jours de plage à Phuket avant de rentrer à Bordeaux. Et ils ont tout fait pour contrarier le planning qui avait été prévu par le voyagiste qui leur avait préparé un voyage sur mesure. Et donc vous apprenez ça et vous allez partir là-bas. Oui, le fameux matin, je l'ai su moi, étrangement, que vers 10h30, 11h du matin, qu'il s'était passé quelque chose de dramatique. On m'appelle, me dit: est-ce que tu as eu Sylvie au téléphone? Non, j'essaye de l'appeler. Effectivement, les communications ne passaient pas. Et grâce au voyagiste Christian de Bordeaux, qui leur avait conçu ce voyage sur mesure, dès que les vols ont pu reprendre, je me suis rendu sur place. Pourquoi? Parce que ce fameux matin-là, mon oncle, ma tante et ma cousine avaient eu une guide qui parlait le mieux français, une Thaïlandaise de Bangkok, il me semble, qui parlait le mieux français. Et elle a informé le tour opérateur de Bangkok en disant: j'ai reçu un message de Sylvie. Qui, le tour opérateur de Bangkok, informe le voyagiste de Bordeaux, qui, le voyagiste de Bordeaux, m'informe. Et du fait d'avoir eu cette information non précise, a été décidé au nom de mes grands-parents, au nom de ma mère, puis au nom de la famille, et puis d'engagement personnel d'aller tenter de les retrouver. Alors, il se trouve que vous êtes repéré par un journaliste d'Antenne 2 et que c'est pour la première fois que vous allez passer à la télévision pratiquement 3 jours de suite, car vous êtes le Français qui tente de retrouver des disparus en Thaïlande. Oui, alors, j'ai un petit peu hésité au départ. M6 m'a suivi. Il me semble que c'était l'émission Zone Interdite. Oui, c'est ça. J'ai posé un peu les conditions qu'il était
pas question qu'il y ait de voyeurisme dans cet acte et dans cette démarche. En revanche, mon deal du moment avec les chaînes, c'était de faire passer les photos de ma famille régulièrement sur les journaux télévisés. Si jamais ils étaient survivants et que si jamais ils étaient dans un transfert par une organisation quelle qu'elle soit, si quelqu'un les avait reconnus, informe, ils sont à tel endroit, on les a vus, ils sont bien là. Donc ça a été le deal lorsque j'ai quitté la France. Et j'avoue avec beaucoup de considération, que ça soit France 2 ou M6, ont été effectivement très respectueux de ma démarche, parce que plus les jours avançaient sur place où ils me suivaient, plus malheureusement les chances de les retrouver vivants étaient réduites à néant. Donc il y avait un état psychologique de ma part qui était un petit peu complexe, mais ils ont été absolument élégants, je tiens à le signaler, même 20 ans après. Voilà, et malheureusement, effectivement, on ne les a pas retrouvés. Ça a été aussi le cas de Jean-Claude Zana, qui était un journaliste de Paris Match, spécialisé People. Sa fille, Natacha, a disparu dans cette catastrophe. Et il a arrêté sa carrière alors que c'était vraiment l'oiseau de nuit des stars. Et il s'est installé en Thaïlande avec sa femme Elisabeth pour ouvrir une école pour les jeunes Thaïlandais. Mais en souvenir de sa fille. Ça ne m'étonne pas parce que, comme je vous le disais au début de ma réponse par rapport à votre question, c'est un voyage qui m'a un petit peu transformé et fait évoluer sur beaucoup de sujets. J'ai rencontré des Thaïlandais qui avaient perdu parents, femmes, enfants et qui étaient encore droits, debout. Alors oui, effectivement, j'avais des caméras qui me suivaient, donc ils pensaient que j'étais une star. Et les yeux de ces messieurs que j'ai croisés, et dont un dont je me souviens en particulier, il avait le sourire. Et le directeur de l'hôpital de campagne qui m'a accueilli parce qu'il y avait effectivement la présence de ces caméras, je lui pose la question, il me dit, mais vous savez, en anglais, il me dit, sa famille a été dévastée, il est tout seul, il n'y a plus personne. Et ça vous subjugue quand vous voyez un monsieur qui... Moi, j'ai perdu effectivement à ce moment-là ma tante, mon oncle et ma cousine. Lui, il avait perdu ses parents, sa femme, ses enfants. Et il vous regardait avec un sourire. Alors, à cette époque-là, vous avez déjà une vie professionnelle. Elle a démarré dans un univers que Joe Dassin a chanté. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Joe Dassin, avec Delanoë, était amoureux des grands vins de Bordeaux et ils ont donc créé cette chanson imaginaire d'un personnage. Et c'est vrai que vous avez démarré votre vie professionnelle dans les vins et spiritueux, et pas seulement parce que vous êtes à Bordeaux. Alors, dans le transport, oui. J'ai eu une spécialité dans l'industrie du transport et de la logistique, effectivement dédiée au transport, à la messagerie, à l'affrètement de vins et spiritueux français. C'est-à-dire, ça consiste à transporter les grands crus? Pas que les grands crus, tous les vins. Vous savez, Paris est le premier bassin consommateur de vins français. Donc vous avez les producteurs, les viticulteurs, les vignerons qui sont dans le Bordelais, en Bourgogne, en Provence, en Rhône-Alpes. Et il faut amener ces vins sur le premier bassin de consommation qui est Paris. Et il faut pouvoir amener ces vins dans une qualité qui permette de ne pas avoir de casse à l'arrivée, pas de dévoyer, et que le produit soit dans la même intégrité que lorsque le transporteur l'a récupéré dans les chais, soit du négociant, soit du viticulteur. Et en même temps, vous avez travaillé dans la restauration et les hôtels aussi un petit peu. Oui, en début de carrière, oui. Café, hôtel, restaurant, effectivement, ça a été les premières années de ma vie professionnelle où vous rencontrez des milliers de personnes différentes. Et ce métier qui est parfois... on va dire, dénaturé par beaucoup de personnes. Je trouve que c'est un métier, moi, qui m'a beaucoup appris le sens du détail. À cette époque-là, je vous parle de ça 30 ans en arrière, vous venez déjeuner dans une brasserie, la moindre anicroche vous dit « je ne reviendrai pas ». Vous n'avez pas de chance. Un mauvais service, même une équipe en cuisine qui est vous savez que les cuisiniers sont des gens excessivement doués, mais très particuliers sur le plan de la personnalité. S'ils décident de vous saccager un service, ils le feront. Et là, vous perdez beaucoup de clients. Donc, il faut être très attentif. C'est un métier qui m'a appris l'attention permanente et surtout le sens du détail. Et puis, vous avez créé une marque, et vous êtes de la région de Bordeaux, donc 33. Oui. Et Laurent Lebeau, vous avez créé une marque 33, ce que personne n'avait jamais fait. Alors, je l'ai pas... Enfin, j'ai inventé la marque 33, oui, c'est vrai, mais je me suis inspiré de la marque 64. De Biarritz. Absolument. Et ça consistait en quoi ? 64 qui eux-mêmes s'étaient inspirés de la marque BTZ, oui. L'abréviation de Biarritz. Et c'était un petit peu une revendication territoriale, régionale, d'appartenir effectivement à une région et d'emporter les couleurs haut et fort, tout comme nos amis les Corses, les Bretons, enfin tout le monde pourrait... Donc il y avait des produits 33 Et j'ai créé un logo avec
totalement différent du logo 64 pour éviter toute problématique juridique. Et puis voilà, j'ai lancé ça m'a pris, je me suis amusé pendant quelques mois et puis je l'ai revendu à une dame, à Joël, qui a su la développer bien mieux que moi et qui a réussi avec. Alors on dit toujours 33 chez le médecin, Ouais. mais on ne sait pas d'où ça vient. En fait, ça vient de René Laennec, qui est l'inventeur du stéthoscope, qui demandait à ses patients de dire 33 pour profiter du son grave émis lors de la prononciation, ce qui a amélioré l'auscultation des poumons. Ah mais écoutez, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Merci Jacques. Et puis vous allez aussi vous occuper d'événementiels d'entreprise avant de vous lancer dans l'aventure du roman. Oui, j'ai créé une société qui s'appelait Comme23. Avant cette tragédie familiale avec le tsunami, et j'ai été passionné de golf à un moment, et puis j'appréciais énormément ce sport et j'y trouvais beaucoup de qualité, que ce soit sportive ou de concentration en fait, et puis de vie autour du golf. Et puis j'ai développé une branche effectivement événementielle d'organisation de compétitions de golf pour entreprises. Et j'ai transformé la place des Quinconces en parcours de golf grâce à Alain Juppé qui avait gratuitement validé ma proposition durant tout un week-end. Oui, et c'est une époque où l'événementiel se développait, les entreprises, parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas comment organiser ça, qui avaient de l'argent et les sociétés en profitaient. Oui, parce que mais attention, l'événementiel n'est qu'une mise en relation de personnes lors d'un événement. Donc vous créez des passerelles, vous créez peut-être des opportunités pour le futur. C'est très important l'événementiel. Comment dire, c'est sans ça, comment voulez-vous qu'une entreprise d'abord se fasse connaître? Comment voulez-vous que même à l'intérieur de ses invités il puisse y avoir des connexions futures? Je veux dire, c'est un travail de réseau et c'est très important de continuer. Et j'espère que les entreprises continuent, mais même dans le monde de l'édition, qu'il y ait des événements différents. Eh ben, on va parler d'un autre événement dans quelques instants, à travers la date du 15 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Lebeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Lebeaube. Nous parlerons tout à l'heure de Témoignages invisibles et puis de 23e Parallèle Nord, vos deux romans qui sortent pour l'été dans le 3e. On a évoqué vos débuts dans la vie dans un univers commercial. Et puis, le 15 avril 2021, se produit un événement. Vous devenez l'éditeur de vos livres en créant votre structure. Oui. Je sortais d'une mauvaise expérience dont on n'a pas besoin de passer du temps dessus. Non, il faut savoir surtout que vous aviez envie de travailler dans les romans. Oui, il était important, sachant que je n'arrivais pas à capter l'attention d'un éditeur de renom parisien, d'autant plus avec ce passé il y a à peine, on va dire, 12-13 ans avec De Villiers, 2013, sa disparition. Je n'arrivais pas à capter l'attention. J'avais beaucoup d'écoute sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, où ça fonctionnait très très bien, mais je n'arrivais pas à identifier. Donc, il faut être très honnête, poussé par ma compagne, elle m'a dit, mais écoute, puisque tu n'en trouves pas, monte une structure d'édition. Et pour moi, pendant quelques jours, alors j'ai passé des heures et des heures sur Google et tout ce que je pouvais voir sur les réseaux, d'information, quel était l'ADN d'un éditeur. Et puis, je me suis aperçu que finalement, créer une structure éditoriale était facile. Après, la faire vivre est autre chose. Donc, j'ai créé Cara Édition, effectivement, en avril 2021. C'est pas un échec, c'est pas un succès. Ça m'a permis de pouvoir éditer mes 6 livres, de l'opus 1 dont vous avez évoqué Témoignages invisibles, jusqu'à Facteur X, le 6e. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un reportage de télévision où vous prenez livraison de vos premiers exemplaires et vous avez les yeux brillants d'un enfant, Laurent Lebeaube. Ah mais je l'ai encore. Vous voyez que le livre que vous avez à côté de vous, quand je le vois, j'ai même encore du mal à réaliser. Parce que oui, j'ai les yeux brillants parce que j'étais chez mon imprimeur en Copy Média en banlieue bordelaise, qui est un spécialiste de l'édition de livres. Ils font pas de carte de visite ou de calendrier, tout ça. Ils sont vraiment spécialisés. Édition, la directrice m'a beaucoup accompagné sur le choix du papier, de la couverture, comment structurer ça. Je découvrais, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Là, je suis devenu forgeron avec peu d'éléments. Et j'ai ce côté encore émerveillé. Et puis, écrire des romans, un matin, c'est devenu une évidence pour vous, Laurent Lebeaube. Oui. Et c'est un plaisir inouï. Comment c'est né, cette évidence? Je ne sais pas. Beaucoup de personnes me posent des questions et je vous remercie de me la poser parce qu'à force, je vais réussir à trouver la source réelle. Ça m'a pris un après-midi.
j'ai écrit Témoignage invisible. Alors moi, je suis à l'inverse de tous les auteurs qui ont un système très, on va dire, architectural de la création de leurs œuvres. Moi, j'écris le titre. Alors d'abord, j'identifie le sujet que je veux traiter, j'écris le titre, et après, je sais où je veux terminer, je sais par où je démarre, et tout le long de l'écriture, c'est ce côté magique qui me plaît dans mon écriture, c'est d'improviser quelque part. En étant chez vous, enfermé pratiquement 7 jours sur 7 devant Oui. votre ordinateur. Oui, quand je suis en écriture, moi, c'est des livres que j'écris en un mois. Je peux faire une pause d'un jour, hein, attention, je suis pas non plus complètement enfermé, mais j'adore être immergé en fait dans la vie de ce héros, dans la vie des co-personnages. Et pour tenir le lien en fait de ce qui fait dans mes livres ces multi-rebondissements ou tout ce que vous pourriez y trouver d'attirant, il faut que je sois immergé dedans. Donc c'est pour ça que je préfère faire des longues heures d'écriture plutôt que de saccader, me dire allez j'ai 4 mois, 5 mois pour l'écrire. Non. C'est ce que faisait Georges Simenon, qui écrivait un roman, Un Maigret en 7 jours, enfermé dans son bureau, avec un pot de crayon tous taillés, et on ne lui parlait pas pendant 7 jours. Et le manuscrit finissait dans une enveloppe qu'il adressait directement à l'éditeur. Ah oui, mais je comprends. Alors lui qui était dans le polar, Simenon, je comprends quand on est dans ces aventures-là, policières, espionnage, on est quand même tenu par l'intrigue. Le but, c'est effectivement d'amener le lecteur sur des pistes qui ne sont pas les bonnes. Et puis l'effet de surprise ou l'effet de bombe à retardement qu'il découvre dans les 2 dernières pages. Donc il faut être complètement immergé. Et il faut aussi une documentation précise que vous cherchez un peu partout et que vous cumulez avec des faits divers que vous lisez dans la presse. Il y a de ça. J'aime bien aller chercher des sujets qui ne sont pas traités à outrance dans les médias. J'aime bien quand je choisis un sujet que je vais travailler dans une mission pour Gabriel Saint-Régent, j'aime bien aller chercher des petits sujets qui sont entre les lignes ou qui sont dans la presse internationale. Après, j'ai la chance d'avoir un réseau assez sympa parisien et auprès de qui je m'informe déjà de la véracité des faits, si c'est d'actualité, si on peut en parler ou si on peut pas en parler. Alors, il se trouve aussi que vous écrivez un premier roman, que vous l'adressez à des éditeurs et que vous attendez encore les réponses. Oui, écoutez, 5 ans après, toujours, je vous confie. C'est fou ça. Alors, vous êtes bien plus, on va dire, habitué que moi à ce monde de l'édition, cher Jacques. Je ne sais pas si, il y a quelques années en arrière, les éditeurs portaient attention aux manuscrits qu'on leur envoyait. Aujourd'hui, c'est très complexe. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'écriture, plus ou moins de manière qualitative, bien évidemment. Mais il n'y a aucune réponse de la part des éditeurs. Si vous n'êtes pas coopté par une personne qui connaît monsieur un tel ou madame un tel dans une maison d'édition, vous n'avez aucune chance de capter l'attention. Et je vous le confirme, Laurent Lebeau, puisque moi je me souviens d'un auteur qui avait envoyé son manuscrit avec les pages collées. Il est revenu refusé avec les pages toujours collées. Et le sommet, ça a été des gens qui ont repris un livre de Marguerite Duras, qui l'ont entièrement recopié, qui l'ont envoyé à l'éditeur de Marguerite Duras, qui l'a refusé. Ah. Vous voyez, c'est quand même étonnant. C'est bizarre parce que c'est quand même une industrie qui est une industrie de culture, une industrie quand même qui existe depuis presque la nuit des temps, depuis Gutenberg. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas ces attentions-là ? Et puis donc vous choisissez la seule solution à vos yeux à l'époque, le compte d'auteur. Voilà, oui, parce que d'avoir créé Cara Édition, ça me permettait déjà d'avoir une liberté totale d'écriture dans mes livres et qu'on ne m'impose pas un système bien particulier. Vous avez lu le premier, Jacques, vous avez vu qu'il y a beaucoup de chapitres. J'aime ce côté dynamique de beaucoup de chapitres. Je me positionne, moi, quand j'écris mes livres, comme un lecteur. Et quand j'aimais lire polar ou un roman quel qu'il soit, j'aimais bien un peu ce dynamisme. Et je trouve que cette multitude de chapitres, justement, casse le rythme et amène un effet de surprise dans le chapitre suivant. Et c'est ce à quoi je m'emploie. Donc quand j'ai créé effectivement en avril 2021 Cara Édition, je voulais aussi instinctivement avoir cette liberté-là. Et il se trouve aussi que c'est une époque où vous ne pouviez pas trouver d'éditeur, il n'y avait pas l'auto-édition. Moi, je me souviens d'Aurélie Vagnogne ou de Melissa d'Acosta qui ont publié leurs livres sur Internet et qui ont trouvé un éditeur. Vous n'aviez pas cette possibilité, Laurent Lebeau. Si, il y avait cette possibilité. Il y a toujours un système D dans tous les univers, quels qu'ils soient. On peut toujours avoir un système D. Même dans l'espionnage, les espions, parfois, malgré le fait de la haute technologie, ont recours au petit système D à la dernière minute pour pouvoir avancer dans la mission qui leur sont confiées. Donc le système D existe toujours. Effectivement, Madame d'Acosta, oui, je connais son histoire. Effectivement, elle a eu cette chance-là.
Aurélie Valogne aussi, et c'est comme ça qu'ils ont vendu des livres. Alors, vous créez un personnage, GSR, on pense à SAS, qui s'appelle le capitaine Gabriel Saint-Régent. Il y a une raison particulière? Sur les 3 lettres, Oui. il faut que je sois honnête. Oui. Oui, il y a bien sûr une raison. Et je peux remercier une personne qui s'appelle Grégory Messina, je ne sais pas si vous me connaissez, qui est un agent littéraire. Et au début, mon héros s'appelait Gabriel Silly. Gabriel, j'y tiens beaucoup par rapport à cette terminaison de nom Yel. Et Silly, pourquoi? Parce que je suis issu d'une famille noble, donc mon deuxième nom était le Bob de Silly. Donc j'ai dit, tiens, je vais appeler mon héros Gabriel Silly. Et Grégory Messina, qui est américain d'origine, français, il a des bureaux à New York et à Paris, il lit cette trilogie, la première, et me dit, si on doit travailler à l'international, Laurent, Silly, ça ne va pas. Il me dit, est-ce que vous connaissez la signification en anglais de Silly? Oui, bien sûr. Ça veut dire fou, idiot, en fonction du sens de la phrase dans laquelle vous l'écrivez. Il me dit, je vais vous donner un conseil. Changez de nom maintenant. Et j'étais au début de l'écriture du 4e, Black Bank. Et il me dit, trouvez un nom à la panache française. J'ai dit, attention, Gabriel, je le garde, quoi qu'il se passe. Il me dit, oui, mais trouvez un nom à la panache française. Et de là, j'écris sur un post-it Gabriel Saint-Régence. Ma compagne, je l'appelle, je lui dis, elle me dit, mais pourquoi Saint-Régence? C'est plus simple, Saint-Régent. Et c'est devenu Gabriel Saint-Régent. Et les 3 lettres, effectivement, vous savez, 3 en marketing est très important. Il se trouve ensuite donc que ce sont des missions secret défense, aspirées par des faits authentiques. Car est-ce que vous avez gardé des contacts avec cet univers d'espionnage que vous avez fréquenté au début de votre vie, Laurent Lebaube? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, la discrétion est de mise, mais c'est très agréable de pouvoir échanger avec eux parce que ce sont des gens que j'ai connus il y a 30 ans en arrière, qui ont évolué. Il y en a qui ont des postes clés, d'autres qui se sont retirés, qui sont venus dans le privé, du fait de leur expérience, de leur maîtrise, on va dire, de la sécurité. Bien sûr que j'échange toujours et j'adore. Alors, ce sont des moments intimes et on se rencontre comme des espions. Avec justement des faits authentiques qui sont en filigrane dans vos livres. Ah oui. Alors, peut-être que là, je suis en train d'écrire le 11e, peut-être que le 12e sera basé sur une fiction totale, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce que j'aime et ce que j'ai besoin pour pouvoir avancer dans mon écriture, c'est de partir de un fait réel. Parce que ce fait réel m'inspire. Et me mettant dans la peau de mon personnage, c'est comment moi, je résoudrais cette mission. Donc, le fait réel m'inspire par rapport au contexte géopolitique et par rapport au contexte économique, industriel, etc. Et il n'y a pas des espions qui ensuite disent « mais vous avez raconté mon histoire » ? Non. Alors, il y a quelqu'un aussi dont on nous a parlé et qui est important dans l'histoire de l'espionnage. Je crois qu'il me reste de tout ça quand même une grande amertume. Frédéric Dard. Il faut savoir que Frédéric Dard a été comme vous, parce qu'au départ, dans ses jeunes années pendant la guerre, il écrivait jour et nuit des articles et des livres à Lyon. Et quand il a fait le premier San Antonio, c'était pour survivre. Il a pris un dictionnaire, il a vu San Antonio, il a marqué. Il ne pensait absolument pas qu'il y aurait un deuxième volume. Oui, alors je n'ai pas été informé, enfin je n'ai pas découvert autant de détails que vous m'en apportez, Jacques, merci. On sent que vous connaissez parfaitement toute cette génération d'auteurs qui a eu des succès internationaux. Mais je sais que Frédéric Dard, oui, s'est plongé pour, on va dire, s'échapper dans ces fameux San Antonio. En tout cas, vos livres d'espionnage, vos romans, en général, on ne le fait pas en France, on le fait surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Laurent Lebaube. Oui, alors là, j'ai voulu absolument et à 100% créer un héros français, patriote républicain. Tous ces merveilleux auteurs d'avant, on a commencé avec Jean Bruce et ses OSS 117, parlaient d'un espion américain. Gérard de Villiers parlait d'un prince autrichien déchu. Et c'était des auteurs français. Alors là, j'ai pris le contre-pied, j'ai dit, moi, je vais prendre le relais de Villiers, mais mon héros va être français. Avec des histoires qui pourraient être adaptées par les Américains. Et complètement. Vous voyez bien le Bureau des légendes, cette magnifique série qui a été coproduite par Canal et la DGSE, a été achetée par Georges Clooney et adaptée en The Agency aujourd'hui. Alors j'ai vu les premiers épisodes, c'est génial. Mais moi, il était important. Je suis français. On a un système d'espionnage en France qui est quand même assez performant, puisqu'on a 6 agences officielles en France, militaires et quasiment, on va dire, un petit peu civil avec le Tracfin, parce que Tracfin est une agence de renseignement. Je voulais un héros français et je voulais défendre les intérêts de la France, puisque l'espionnage, le premier espionnage dans le monde est l'espionnage industriel. Que vous soyez asiatique, américain, américain du Sud, européen, c'est l'espionnage industriel aujourd'hui qui est la première source dans l'espionnage.
Donc c'est pour ça que je me suis dirigé, parce que j'ai dit, moi je vais faire différent de mes prédécesseurs. C'est ce qui s'est passé et on va l'évoquer à travers la date du 17 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Lebeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Lebaube. Nous avons évoqué votre parcours et le 17 avril 2025 est une date importante car c'est presque la concrétisation de tous vos rêves avec la sortie d'un premier tome chez France Loisirs, Témoignages invisibles. Et là, c'est le résultat de mois et de mois de travail et de démarche. Oui, je suis très heureux d'avoir pu capter l'attention de France Loisirs. Alors, qui est un club qui existe depuis 70, qui est un club de lecture et il y a beaucoup d'abonnés. Je me souviens petit, quelle famille française ne recevait pas les livres de France Loisirs? Moi, je me souviens petit recevoir les livres chez ma mère ou mes grands-parents, France Loisirs. Oui, et il y avait aussi Sélection du Reader's Digest qui envoyait des coffrets. Digest, mais là, il y avait une astuce que certains connaissaient. On recevait les livres ou les coffrets, on ne les payait pas. On attendait un huissier qui n'existait pas. Il vous renvoyait des documents en vous menaçant du pire. Et ça n'existait pas. Et vous gardiez vos livres. Je connais des tas de gens qui ont fait des collections tout à fait gratuitement. Je ne connaissais pas le concept, mais je connaissais les sélections du Reader's Digest. Oui, c'était connu. Donc, vous réussissez enfin à sortir de votre problème. Oui. Grâce à un monsieur qui s'appelle Alain Guillermin, qui, vous savez, comme je vous ai dit en début d'émission, le hasard n'existe pas, qui m'a été recommandé par une personne très importante dans le monde de l'édition. Et la veille d'un petit déjeuner d'affaires qu'il faisait avec la dirigeante de France Loisirs. Donc je lui ai envoyé mon dossier par mail à 18h30, il me semble, ou 18h40. Parce que vos livres, vous aviez assez de les publier tout seul. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, surtout parce que financièrement, c'est un coût très important. Et c'est là où on sent bien la différence entre être auteur et être éditeur. Ce sont deux métiers totalement différents. Moi, j'ai découvert les prémices du monde de l'édition. Mais c'est vrai que j'écrivais en même temps mes livres. En même temps, je faisais la promotion. En même temps, j'agissais pour que mes livres soient diffusés dans les réseaux de librairies françaises. Vraiment, c'était multitâche, mais ça m'a beaucoup appris. Et effectivement, grâce à ce monsieur, qui a pu capter l'attention d'une directrice de France Loisirs, qui a dit mais c'est une saga espionnage française, c'est la seule, il faut y aller. Ils ont lu les 3 premiers et puis ils ont proposé à mes éditeurs un contrat et je suis très fier et très honoré d'être chez France Loisirs et en plus avec de très jolies ventes. Oui, parce qu'en fait, dès la première semaine, vous êtes retrouvé en tête des ventes de France Loisirs. Oui, en vente exclusive. C'est extraordinaire. Ouais. Et ça prouve qu'il y a un intérêt pour l'espionnage, même quand on n'est pas forcément l'auteur. Non, mais l'espionnage aujourd'hui, et Jacques, vous le voyez dans la presse, dans les médias, du fait des conflits internationaux entre Israël, Gaza, l'invasion en Ukraine et tous les faits qui sortent les uns après les autres, et récemment, cet ancien officier de la DGSE qui a été retrouvé décédé, le monde de l'espionnage réattire. Et moi, dans mon analyse, c'est cyclique. Voilà, il y a eu la période de Jean Bruce, il y a la période de Villiers, il y a eu il y a eu Pierre Nord qu'on a oublié. Pierre Nord était un agent du contre-espionnage pendant la guerre. Et ensuite, il a écrit des romans. Il s'appelait André Brouillard. Et ses premiers romans qui sont sortis, notamment Terre d'angoisse, est devenu un film au cinéma. Dans les années 50, il était l'auteur le plus célèbre. On l'a un peu oublié aujourd'hui. Exact. Oui, exact. Je m'en souviens, oui. Enfin, je m'en souviens pas personnellement, mais d'avoir lu effectivement à son sujet. Alors, il se trouve que donc votre héros vous ressemble. Il est né à Bordeaux. Même s'il est un métier différent du vôtre, il vous correspond un petit peu, Laurent Lebaube. Il m'était très difficile de créer un héros qui ne me ressemble pas. Alors, je ne sais pas comment ont fait mes prédécesseurs, de Villiers, Jean Bruce ou tous les grands auteurs anglo-saxons dans l'espionnage. Moi, il me semblait évident que, sachant qu'on allait passer des heures tous les deux à écrire ces missions, il fallait qu'il me ressemble, tant sur le plan des valeurs que sur le plan du comportement, que sur le plan de la logique dans son travail, il fallait qu'il me ressemble. Donc oui, il y a on va dire, un rapprochement entre ce que je peux être et ce que peut être mon héros. Il travaille dans ce qu'on appelle le bureau secret d'investigation qui n'existe pas. D'intervention, oui, le BSI. Oui. Non, il n'existe pas. Mais il aurait pu exister, il ressemble au service secret qu'on a aujourd'hui en France. Vous savez, c'est une officine ou une agence fantôme, le BSI, ce fameux bureau secret d'intervention dans lequel est rattaché Gabriel Saint-Régent. Mais il faut être honnête, ça existe. Dans les années 80, sous l'ère Reagan, la CIA, pour pouvoir mener des missions clandestines en Amérique du Sud et dans d'autres pays mondiaux, ont créé des agences fantômes, des officines, pour pas qu'elles puissent répondre aux questions du Congrès américain. C'était financé par la CIA,
Mais il pouvait y avoir une agence à Dallas, il pouvait y avoir une agence à Miami, et puis composée d'espions de la CIA ou de la NSA, et qui partaient de manière clandestine aux quatre coins de la planète pour mener des opérations. Et le point de départ de votre roman Témoignage invisible, eh bien, c'est une histoire de corruption dans le monde industriel, Laurent Lebourg. Oui, le premier, alors, c'est un fait qui est très discret, secret, qui est en lien avec l'UNESCO. Alors après, je l'ai romancé, bien évidemment, hein, je n'ai pas fait un... Mais qui a existé. Qui a existé, je n'ai pas fait un rapport de mission. Mais c'était important, l'UNESCO a quand même des valeurs morales et défendues aux quatre coins de la planète qui sont importantes. Et j'ai voulu creuser, percer, là. Et j'ai imaginé effectivement une corruption dans les offres de marché industriels, puisque moi, ma saga n'est pas du tout sur le terrorisme ou l'islamisme, elle est sur le monde économique, industriel et diplomatique. Oui, mais en même temps, ça intéresse tout le monde, y compris Vladimir Poutine, qui va intervenir dans votre roman. Oui, ben à l'époque, l'Ukraine n'était pas envahie. Après, on ne va pas, bien évidemment, devant vos micros, commenter les actions de Vladimir Poutine face à l'Ukraine. Mais à ce moment-là, effectivement, il y avait un rapport avec les Russes qui ont un savoir-faire industriel et qui voulaient le défendre auprès de cette fameuse année de la lumière, en 2015, où a été décrété par l'UNESCO que les pays en voie de développement ou émergents axent leur développement sur les énergies naturelles et solaires. Et puis vous rencontrez, donc votre personnage rencontre Vladimir Poutine dans des circonstances particulières, pas du tout au Kremlin, mais dans une voiture aux vitres fermées. Sur un tarmac d'aéroport. Voilà. Oui, parce que, alors, il est vrai que Vladimir Poutine, c'est un ancien KGB, ancien patron du KGB, et qui voue un culte aux services secrets mondiaux. Et je sais de sources qui m'a été confirmée qu'il aime recevoir, à l'époque, certains officiers, ça pouvait être de la CIA, de la DGSE, de différentes agences de renseignement, du Mossad, du MI6, de tous les services secrets mondiaux, parce qu'il a une fascination. C'était pas pour leur retirer des informations, c'était par fascination. Il se trouve aussi que le livre s'appelle Témoignage invisible parce que la Kabbale intervient dans cette histoire. La Kabbale qui est on connaît peu, moi je la connais bien parce que dans la maison de Bouvard, il y avait Adolphe Grade, qui était un kabbaliste qui venait dans notre émission RTL Non-Stop présenter chaque jour un invité en faisant son thème kabbalistique. Ah ben vous voyez, une fois de plus, vous m'apprenez quelque chose. Et pourquoi la Kabbale et comment intervient-elle dans cette histoire ? Parce que à ce moment-là, et puis ça l'est toujours même dans mes inspirations, il y a des choses qui sont passionnantes dans la religion juive, et il y a même la Gematria qui expliquerait par les chiffres la création de l'univers et du monde. Donc c'est très très intéressant. Et puis je voulais faire sur ce premier opus, en fait, comme vous l'avez lu, et je vois que vous avez été très attentif, merci Jacques, c'est que j'ai voulu aussi mêler un petit peu les services de renseignement internationaux dans cette mission, puisque plusieurs entreprises de différents pays étaient impliquées sur cet appel d'offres de l'UNESCO. Donc j'ai voulu aussi rendre hommage à différents services, puisqu'il y a aussi une scène qui se passe à Londres avec le MI6. Et puis, votre personnage, à l'inverse de beaucoup d'autres, est un homme d'honneur. Et ça, c'est important parce que c'est pas si fréquent dans les romans d'espionnage, Laurent Lebourg. Je sais pas effectivement pourquoi il y a pas eu cet attachement de l'espion ou de l'officier ou sous-officier, hein, attention, face à l'honneur. Pour moi, c'est une qualité, une valeur très très importante pour un espion. Demain, vous pouvez pas être espion d'un pays si vous n'aimez pas votre pays, ou alors vous devenez un agent double, un agent triple. Il y a des dizaines d'exemples, des centaines d'exemples effectivement d'espions qui ont basculé chez l'ennemi. Et pour moi, c'est la première qualité, c'est l'honneur. Et puis, il y a la technologie, car la technologie n'a jamais cessé d'évoluer au service de l'espionnage. Et puis, elle évolue de plus en plus. C'est-à-dire parce que vous prenez l'exemple de même la DGSE, un atelier R&D, recherche et développement. Et aujourd'hui, dans les enveloppes annuelles grossissent de plus en plus, parce que la technologie évolue, parce que les méthodes évoluent, parce que les Russes, avec leur parapluie empoisonné, la pointe du parapluie empoisonné, ça peut exister encore, mais c'est dépassé. Maintenant, grâce au téléphone, tout peut être écouté, tout peut être entendu. Il y a des caméras sub-miniatures. Il faut évoluer. Il faut aller comment piéger ou comment retirer des informations chez un ennemi.
quand vous êtes infiltré. Donc il faut effectivement faire de la recherche, du matériel de plus en plus performant, de plus en plus innovateur. Ça peut être même une micro-caméra dans les branches de lunettes. Bon, ça on sait que ça existe déjà depuis longtemps, mais ça va partout. Même un verre, il peut y avoir peut-être un système d'écho sous votre verre. Et il y en a de plus en plus, et là aussi vous vous informez pour connaître les nouvelles technologies. Oui, et puis j'adore, moi je suis un fan de technologie, donc j'adore ça. Et puis dans ce roman, il y a des scènes d'action qui évoquent et qui rappellent un film. Il y a une poursuite dans les rues de Paris digne de Mission Impossible. C'est vrai que ça vous a marqué, Mission Impossible, le film? Alors, avant le film, la série. Quand j'étais jeune, je me souviens avec cette série des années 50, Mission Impossible. Alors, Mission Impossible, aujourd'hui, je suis, vous en doutez, comparé à beaucoup de monde de l'espionnage cinématographique, audiovisuel. Ceux qui vont se rapprocher le plus de ma saga va être effectivement Mission Impossible. Bureau des légendes, c'est la DGSE, on le sait, voilà, c'est acté, c'est très carré, c'est très, on va dire, signé DGSE. Mission Impossible, c'est effectivement une bande de personnes détachées de la CIA, qui n'est pas identifiée dans un lieu physique bien précis. Quand j'ai créé le BSI, le Bureau secret d'intervention, moi j'ai voulu faire une agence réelle, physiquement existante dans le cœur de Paris. Mais Mission Impossible, oui, Mission Impossible, je les regarde tous au cinéma quand ils sortent. Je suis désolé, c'est techniquement excessivement bien fait, scénaristiquement très bien fait. Et puis, vous voyez tous les gadgets qui sont employés, mais qui sont réels, qui ont, dans les films, toujours 3 ans, 4 ans déjà dépassés pour pas pouvoir être repérés, parce que vu que c'est une sortie mondiale, tout le monde va voir des Missions Impossibles dans le monde des services secrets. Et la scène du train qui est la plus célèbre, le tournage a duré 6 semaines pour 152 prises. Vous imaginez ? C'est fou, hein ? C'était la première adaptation de Tom Cruise avec Jean Reno. Avec Jean Reno, exactement. Et James Voight. Et donc ça, c'est le côté Mission Impossible. Alors, le deuxième livre est sorti, 23e parallèle Nord. Aujourd'hui. Et il se trouve que c'est l'enquête continue, car il y a à suivre à la fin de chaque livre. Oui, alors les 3 premiers sont réunis autour d'une trilogie. Effectivement, vous avez vu, à la fin du premier, on lui remet une clé USB, mais il se dit, tiens, pourquoi moi on me remet une clé USB ? Je suis en week-end avec ma compagne. Personne ne me connaît. Je suis Gabriel Sony en nom de légende et je ne suis pas Gabriel Saint-Jean. Personne ne peut me connaître. Et le 2 vous plonge effectivement directement quelques semaines après cette remise de clé USB à l'aéroport de Marrakech. Et il est face à un cartel de firmes pharmaceutiques qui créent des virus pour vendre des vaccins. Et le 3e, ce sera encore un autre lieu. Oui. Tous ont une manière d'approcher la mission totalement différente, une manière de constituer son équipe totalement différente. Les sujets sont différents, les ennemis sont différents. Il y a effectivement un lien très fort sur les 3 premiers, puisqu'à la fin du 3e, qui sortira le 17 août chez Françoisier, As de pique, là vous comprendrez effectivement le pourquoi des 3 premiers. On peut imaginer une adaptation au cinéma ou à la télévision ? On ne peut pas l'imaginer, je peux le dire, oui, j'ai signé avec des producteurs parisiens, et d'ailleurs que j'ai rencontré hier après-midi longuement, dans Paris, et là ça prend de plus en plus tournure. Oui. Et ça, si vous n'imaginiez pas ça quand vous avez débuté, Laurent Lebaube ? Pas du tout, pas du tout, et je remercie une personne que vous connaissez peut-être, Julien Seri, qui est réalisateur, qui a lu les 3 premiers en 2021-22, et qui m'a appelé, il m'a dit, mais c'est fait pour être adapté en série télé. Et vous allez faire l'adaptation ? Ah ben j'espère que ça va au bout. Et la suite maintenant, parce qu'il faut continuer. Bien sûr, je suis en train d'écrire le 11e, oui. Qui est encore totalement différent du 10e, du 9e, du 8e, du 7e, du 6e, du 5e, du 4e, du 3e et du 1er. Et écoutez, j'espère pouvoir en écrire encore plein d'autres, parce que j'ai plein de sujets que je veux traiter et continuer à faire vaciller ce héros, parce que vous l'avez remarqué, il est parfois très fort, parfois sûr de lui, parfois pas du tout, parfois il a besoin d'aide. Voilà, c'est pas un héros qui a une armure de fer et qui, quoi qu'il se passe, réussit à 100%, un taux de réussite de 100%. Témoignage invisible, 23e parallèle Nord pour l'instant, 2 livres de l'été à savourer sur les plages avec les frissons qu'on peut avoir, même s'il y a du soleil, grâce au suspense que vous entretenez. Merci Laurent Lebaube, et continuez à défendre cet univers qui vous est cher. Merci à vous, Jacques. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.